Le cheval. Sans lui, les États-Unis auraient un tout autre visage aujourd'hui. Les Mustangs sont depuis toujours un des emblèmes de la nation américaine. Les cow-boys et leurs fidèles montures ont fait rêver des générations entières. Tout comme la conquête de l'Ouest, qui n'aurait pas été possible sans les chevaux de trait. Les chevaux ont véritablement écrit l'histoire américaine. On croit souvent que les Amérindiens ont toujours été des cavaliers. En réalité, ils n'avaient jamais vu de cheval avant l'arrivée des Blancs sur leur continent. La longue histoire du cheval a commencé il y a 55 millions d'années. Au fil des siècles, de nombreuses races ont vu le jour. Leur ancêtre commun vivait en Amérique du Nord. Mais l'espèce disparaît pendant l'âge de pierre, il y a 12 000 ans, probablement à force d'être chassée par l'homme. Pendant des millénaires, plus aucun cheval ne foule les vastes plaines américaines. Mais il survit sur le continent voisin, l'Asie, où l'homme le capture et le domestique pour la première fois. Sa présence s'étend ensuite jusqu'en Méditerranée. Il y a 4500 ans, les chevaux tiraient déjà les chars des Égyptiens. Chaque grande puissance se met alors à élever sa propre race, car posséder de bons chevaux est un gage de pouvoir et de supériorité, y compris en Europe. Au XVIe siècle, le cheval quitte l'Espagne pour traverser l'Atlantique. Il retourne ainsi sur son continent d'origine. En 1519, Hernán Cortés débarque au Mexique avec 16 chevaux espagnols. Plus de 10 000 ans après sa disparition, le cheval repose enfin le sabot en Amérique. Dès son arrivée, il va jouer un rôle déterminant dans l'histoire du continent. Cela commence lors de l'attaque de Mexico, capitale des Aztèques, par les conquistadors. Les étranges montures des Espagnols sèment la panique dans la population. Hernán Cortés écrit même à l'empereur Charles Quint « Après Dieu, c'est à nos chevaux que nous devons la victoire ». Mexico est détruite et l'Empire aztèque anéanti. 70 ans plus tard, l'explorateur espagnol Juan de Oñate part pour l'actuel Texas, avec quelques centaines de colons et leurs chevaux. La route qu'il a suivie est connue sous le nom de Mission Trail, car il était accompagné de missionnaires catholiques. Aujourd'hui, c'est une banale route d'asphalte, le long de laquelle s'égrènent des églises et des chapelles construites à l'époque. Juan de Oñate se montre cruel et sans pitié envers les indigènes et revendique les terres au nom de la couronne espagnole. Sa statue accueille aujourd'hui les visiteurs à l'aéroport d'El Paso. Un hommage qui fait débat. L'historien Ben Sanchez, lui, reconnaît son influence. Don Juan de Oñate était un homme sanguinaire, mais il a joué un rôle clé. Il a apporté le langage écrit, l'évangile, les outils. Plus important encore, il a introduit le cheval dans ce qui allait devenir le sud des États-Unis. De là, le cheval va reconquérir le continent américain. Juan de Oñate met en place de grands élevages de chevaux. Leur population augmente rapidement.
Certains sont vendus, d'autres sont volés. D'autres encore s'échappent. Et c'est ainsi que naît le Mustang, un cheval sauvage et libre. Mais ils n'ont pas grand-chose en commun avec leurs ancêtres ayant vécu en Amérique avant eux. Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls dans la nature, quelles que soient les conditions. Les hivers rigoureux et les orages les mettent à rude épreuve. De nombreux chevaux meurent de froid ou de faim. Mais les survivants sont devenus par la force des choses des bêtes robustes et endurcies. Ils se regroupent en troupeaux, dirigés chacun par un étalon qui veille sur ses juments et ses poulains. Il sait aussi se faire respecter, surtout quand un rival s'approche d'un peu trop près. Livrés à eux-mêmes, les Mustangs reprennent rapidement les habitudes des chevaux sauvages. Les jeunes mâles, qui n'ont pas encore leur propre harde, se regroupent à l'écart. Ils s'entraînent régulièrement au combat pour être prêts à défier plus tard un autre étalon et fonder leur propre famille. Les Mustangs s'adaptent bien à la vie dans les vastes plaines, qu'ils sillonnent aux côtés des antilopes d'Amérique. Ils côtoient aussi les seigneurs de l'Ouest sauvage, les majestueux bisons. Ces imposantes créatures forment d'immenses troupeaux. Mais bientôt, les paisibles Mustangs représenteront une menace pour eux. Car l'arrivée des Mustangs va aussi et surtout bouleverser la vie des natifs de ces régions, les Indiens des plaines. Le bison est au cœur de leur mode de vie. Ils suivent les troupeaux au gré de leurs déplacements. Avec leur fourrure, ils confectionnent des couvertures et des coussins. Avec leur peau, ils cousent des vêtements et des tipis. Même les poupées des enfants ont des tipis en peau de bison. Les Indiens font aussi des réserves de viande séchée pour les périodes de disette. Ils mènent une vie nomade, en harmonie avec la nature. Ils ne connaissent ni le métal, ni l'écriture, ni les chariots. Leurs seuls animaux domestiques sont de grands chiens, qu'ils utilisent comme animal de trait, pour transporter leurs affaires à chaque changement de camp. Les chiens sont attelés pour tirer le travois, une sorte de traîneau de bois. Les Indiens suivent ainsi les troupeaux de bisons depuis des milliers d'années. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le cheval. Les Indiens sympathisent vite avec ces animaux inconnus. Les Indiens sont respectueux et bienveillants à l'égard de la nature et de tous les êtres vivants. Ils parviennent ainsi rapidement à apprivoiser et à monter les Mustangs. En peu de temps, les Indiens deviennent des cavaliers émérites. Les chevaux sont désormais un élément essentiel de leur quotidien. La mobilité et le commerce se développent. Les chevaux remplacent les chiens à la tête des travois qui gagnent en taille. Même des enfants peuvent y prendre place. Les Indiens peuvent construire des tipis plus hauts et plus spacieux,
car leur transport n'est plus un problème. Mais c'est surtout leur façon de chasser qui va radicalement changer. Auparavant, ils devaient créer la panique parmi les bisons et les acculer au bord d'un ravin. Désormais, ils peuvent cibler les bêtes de leur choix. Pour cela, ils chevauchent des mustangs dressés spécialement pour la chasse. Ces Buffalo Horses sont ce qu'ils possèdent de plus précieux. D'où vient cette incroyable entente entre Indiens et chevaux? Quand les Indiens ont adopté le cheval, ce n'était pas dans l'idée de conquérir le pays, mais plutôt parce qu'ils le considéraient comme un parent, un membre de leur famille. Quand on veut s'approcher d'un cheval, il faut faire preuve de confiance, de respect, d'empathie. Le cheval réagit à cela. Ça peut être très dangereux d'être assis comme ça, parce que l'un de ces chevaux pourrait facilement me tuer. Une seule ruade qui me toucherait à la tête me tuerait. Il ne faut pas grand-chose, parce qu'ils sont bien plus forts que nous. La relation que les Indiens entretiennent avec leurs chevaux en fait des cavaliers particulièrement doués. Les Nez-Percés, une tribu du nord-ouest du pays, vont se spécialiser dans l'élevage des mustangs. Ils créent même une race particulièrement endurante et docile, l'Appaloosa. Leur robe tachetée est l'une de leurs principales caractéristiques. Mais comme pour les Nez-Percés, l'avenir des Appaloosas va être menacé par l'homme blanc. Sur ordre du gouvernement, les Nez-Percés doivent céder leurs terres aux colons. Leur chef décide alors de fuir au Canada avec tout son peuple. Grâce à la supériorité de leurs Appaloosas, ils parviennent à échapper plusieurs fois aux troupes fédérales. Ils fuient sur plus de 3000 km, avec enfants, vieillards et malades. Mais peu avant la frontière canadienne, l'armée les rattrape et les attaque. Les Nez-Percés se défendront courageusement pendant plusieurs jours. Pour mettre fin au bain de sang, leur chef décide finalement de rendre les armes. Ces mots sont restés dans l'histoire. Je voudrais avoir le temps de rechercher mes enfants et voir combien d'entre eux je peux retrouver. Écoutez-moi, mes chefs. Je suis fatigué, j'ai le cœur brisé. À partir de cette heure que marque le soleil, je ne combattrai plus jamais. Les Nez-Percés sont parqués dans une réserve et leurs précieux chevaux sont abattus. Ray Weiss, un éleveur de chevaux, nous explique pourquoi. Pour le gouvernement des États-Unis, il était inconcevable qu'un peuple possède de meilleures choses que les Blancs. Au lieu d'échanger les chevaux des troupes fédérales contre ceux des Nez-Percés, ils ont décidé de rayer les Appaloosas de la surface de la terre. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas tout à fait réussi, mais ils ont fortement réduit leur nombre. Dans son haras du Wyoming, Ray élève des Appaloosas avec sa femme Irina, vétérinaire de formation. Elle est fière des Appaloosas qu'elle élève, en particulier de Billy, son étalon. Le voilà justement. Son pas élégant est certainement l'expression de son sang espagnol. Il a beau faire étalage de ses charmes,
un fossé rempli d'eau le sépare des juments. Retour à l'époque de la conquête de l'Ouest. À partir de 1840, en quelques décennies, près d'un demi-million de pionniers partent pour l'immensité des terres du Far West. Ils parcourent près de 4000 km pour s'établir en Oregon ou en Californie. Pour la longue traversée, des chevaux de trait tirent les chariots des colons. Les Indiens, eux, comptent sur leurs chevaux pour empêcher les colons de s'installer. Et le gouvernement s'en remet à sa cavalerie. Guerriers et militaires s'affrontent désormais à cheval. En 1789 a lieu l'une des dernières grandes batailles, Little Big Horn. Plusieurs tribus indiennes, habituellement ennemies, décident de faire cause commune contre ces Blancs qui veulent les chasser de leurs terres. Ils ont de moins bonnes armes, mais de meilleurs chevaux. Et ce sont des cavaliers accomplis. Le général Custer, habitué aux victoires, sous-estime ses adversaires et subit une cuisante défaite. Crazy Horse, le fougueux chef Lakota, fut l'un des artisans de la victoire des Indiens. Aujourd'hui, il contemple d'un regard de pierre les terres sacrées des Lakota, les Black Hills. La construction de cette sculpture, la plus grande au monde, a commencé il y a 60 ans. Il faudra encore plusieurs décennies pour achever ce monument en hommage aux premiers habitants de l'Amérique. Le cheval de Crazy Horse entrera avec lui dans l'éternité. De retour au 19e siècle, les nouveaux colons, en particulier les éleveurs de bétail, ont leur propre idée de l'utilité d'un cheval. Ils créent le Quarter Horse, une race robuste qui n'a pas peur du bétail. Ils servent à rassembler les bêtes, presque comme les chiens de berger avec les moutons. Les cow-boys peuvent leur laisser la bride sur le cou, car ces chevaux semblent savoir d'instinct ce que l'on attend d'eux. Aujourd'hui comme autrefois, les cow-boys du Fleetner Ranch, dans le Wyoming, montent des Quarter Horses. Les touristes peuvent passer quelques nuits au ranch et goûter à la vie de cow-boy. Si David Fleetner, le propriétaire, utilise encore ses chevaux, ce n'est pas par nostalgie. Le survol de la région nous montre pourquoi ces chevaux sont irremplaçables. Elle est tellement accidentée et impraticable par endroits que des véhicules motorisés n'iraient pas bien loin. Une longue journée attend les cow-boys. Il leur faut rassembler tout le cheptel du ranch pour pouvoir marquer et vacciner les veaux. Les chevaux anticipent le moindre mouvement du bétail. Le but de la manœuvre est de rassembler les 1000 bêtes en une longue colonne pour les mener jusqu'au corral. Indifférents au vacarme et à la cohue, et sans la moindre trace de nervosité, les Quarter Horses avancent au milieu du corral. Pour capturer les veaux au lasso, un bon cheval est un précieux atout. Il doit amortir le choc du lasso au bon moment, lorsqu'il se referme sur les pattes du veau.
Le cow-boy a ensuite besoin de toute la force de sa monture pour tirer le veau hors du corral, car chaque bête pèse au moins 250 kilos. Un cow-boy doit avoir une confiance absolue en son cheval. Pendant que les veaux sont marqués au fer rouge et que le vaccin leur est injecté dans la bouche, les chevaux doivent veiller à garder la corde bien tendue. Les chevaux ont fait avancer les États-Unis au sens littéral du terme. Au XIXe siècle, ils sont l'un des principaux moteurs du progrès. Ils transportent les barils de pétrole brut. Avant l'apparition du moteur électrique, le tramway hippomobile est le principal mode de transport en commun dans les grandes villes. La livraison des journaux se fait elle aussi par cheval. Le 3 avril 1860, le service postal le plus rapide au monde voit le jour. Le Pony Express. D'intrépides cavaliers transportent lettres et nouvelles à travers le pays. Depuis Saint-Joseph, dans le Missouri, jusqu'à San Francisco, en Californie. Soit 3200 km à cheval. Les cavaliers sont de véritables héros, galopant de relais en relais à travers les blizzards et le désert. Ils n'ont que 3 petites minutes pour changer de cheval et transférer la sacoche de cuir contenant le courrier. Les lettres peuvent être envoyées depuis n'importe quel relais pour 5 $. Le Pony Express passe 2 fois par semaine et une lettre ne met pas plus de 10 jours avant de parvenir à son destinataire. Mais au bout de 18 mois seulement, ce service postal pourtant réputé doit céder la place à un nouveau concurrent encore plus rapide. Un peu partout, des mâts de télégraphe sortent de terre. Les nouvelles sont maintenant transmises à la vitesse de l'éclair, et les chevaux ne peuvent pas rivaliser. Le chemin de fer à vapeur est lui aussi plus rapide et plus fiable. Les rênes et les éperons sont remplacés par les volants et les pneus. À sa sortie de l'usine, la première Ford T possède déjà 20 chevaux sous le capot. Une simple course montre la supériorité des véhicules à moteur. Pendant le slalom en particulier, les voitures creusent la distance. Le cheval a contribué au progrès, qui a permis d'inventer le moteur, qui a fini par détrôner le cheval. Mais dans l'Ouest sauvage, les Mustangs se comptent toujours par milliers. Ils vivent en liberté comme autrefois, même si eux aussi ont changé au fil des siècles. Ils se sont croisés avec d'autres chevaux, comme des quarter horses ou des chevaux de labour qui se sont échappés. Il ne reste plus grand-chose de leur héritage espagnol, qui ressurgit pourtant de temps en temps, par exemple sous la forme de zébrures sur les pattes. La population des Mustangs ne cesse d'augmenter. Ce poulain est né dans les Pryor Mountains, dans le Montana. Il doit vite apprendre à se tenir sur ses 4 pattes. Le voilà prêt à affronter la rude vie des montagnes.
Les Mustangs ne sont pas toujours vus d'un bon œil. Les éleveurs considèrent qu'ils font concurrence à leurs troupeaux. Leur nombre fait aujourd'hui débat. L'Agence américaine de la gestion des terres publiques a donc mis en place un programme de capture pour limiter le nombre des Mustangs à 30 000. Des captures qui séparent les poulains de leur mère, éparpillent les troupeaux et terrorisent les étalons. Pour 100 $, il est possible d'adopter un Mustang capturé, mais la plupart terminent dans des corrals fédéraux. Une situation qui révolte Ginger Catherines, une réalisatrice de films documentaires renommée. Des millions de personnes à travers le monde ont vu son émouvant documentaire sur Cloud, ce bel étalon à la robe palomino. Ginger a filmé sa fuite lors d'une capture, ses duels contre d'autres étalons et sa détermination à protéger sa famille. Mais lui aussi risque d'être capturé un jour. Je ne veux pas seulement faire de bons documentaires, mais aussi montrer aux gens que les Mustangs sont des animaux qui méritent de vivre en liberté. J'espère que nous parviendrons à nous faire entendre. Ginger ne nie pas le problème de la surpopulation des Mustangs, mais elle propose une autre solution. C'est une région encore très sauvage, où il faudrait que les prédateurs puissent jouer leur rôle. Il ne faut pas oublier que les Mustangs sont aussi des proies. Ils ont beau être des animaux élégants et impressionnants, ils restent des proies pour les pumas. Les pumas pourraient équilibrer la population de Mustangs et de cervidés dans cette magnifique région. Le problème, c'est que l'homme a tué tellement de pumas que l'équilibre a été rompu. Nous pensons qu'il faudrait restaurer l'équilibre naturel entre prédateurs et proies dans ces montagnes. Ce poulain a été attaqué par un puma. Il s'agissait sûrement d'un jeune encore inexpérimenté. Sinon, le poulain n'aurait pas survécu. Malgré tout, Ginger préfère la prédation naturelle aux captures brutales. L'histoire des Mustangs a toujours été liée à celle du continent américain. Et aujourd'hui encore, il pourrait bien en écrire une nouvelle page. Mais cette fois, l'histoire se passe au Canada. Wayne McCrory est biologiste et participe à un projet de préservation de la biodiversité en Colombie-Britannique. Il a entendu dire que des Mustangs sauvages vivraient dans la vallée de Niemeya. Il est étonnant d'en trouver aussi loin au nord. Comment et quand sont-ils arrivés ici ? Ces terres appartiennent à la tribu des Oniguatin. Depuis des années, un conflit les oppose au gouvernement qui veut autoriser ce territoire à l'exploitation forestière et à la chasse. Les Oniguatin se battent pour préserver leurs terres et les gérer de façon durable, comme ils le font depuis des siècles. Ils apprennent à Wayne que ces chevaux ont toujours vécu ici, avant même l'arrivée des Blancs. Ils sont d'ailleurs mentionnés dans leurs chants traditionnels et leurs légendes. De temps en temps, les Indiens attrapent un Mustang et le dressent patiemment. Ils reproduisent ainsi les gestes d'antan, quand les Indiens ont apprivoisé les premiers Mustangs. Wayne est persuadé que si des Mustangs vivent dans cette vallée reculée depuis des siècles, il y a peu de chances qu'ils se soient croisés avec d'autres chevaux. Leur patrimoine génétique espagnol est donc peut-être intact, ce qui ferait d'eux les descendants directs des chevaux amenés par Cortés pour conquérir le Nouveau Monde.
cela pourrait être un argument de poids pour aider les Indiens à garder leurs terres. Wayne décide d'entamer des recherches. Il piste discrètement les Mustangs de la vallée pour étudier leurs caractéristiques, comme la forme de leur tête, la hauteur de leur queue ou les marques de leur robe. Je vais prélever ces quelques crins pour les envoyer à un laboratoire au Texas. Les résultats iront compléter la collection d'ADN. Pendant des semaines, Wayne suit les Mustangs à la trace. Il note chacun de leurs déplacements et les endroits où ils se reposent. Ces Mustangs sont vraiment une race à part et sont bien des Mustangs espagnols. Pour savoir ce qui se cache derrière ce nom, faisons un petit détour par un ranch au Wyoming. Dans cette petite cabane vivait il y a 80 ans Robert Brislone, géologue et amoureux des chevaux. Il avait un rêve, recréer la race des chevaux introduits par les conquistadors espagnols. En étudiant des représentations de l'époque, il remarque que les chevaux des conquistadors ne dépassaient pas 1,40 m au garrot, à peine une hauteur d'épaule. Dans les récits historiques, il recense d'autres caractéristiques, comme les marques de la robe, le caractère ou la stature. Robert Brislone tente ensuite de repérer des Mustangs présentant ces caractéristiques. Il les ramène dans son ranch, où il lance un programme d'élevage de ces Mustangs espagnols, ainsi qu'il les a nommés. Ce nom s'est perpétué, et aujourd'hui c'est Eileen, la petite fille de Robert Brislone, qui en élève au Brislone Ranch. Elle se souvient de son célèbre grand-père. C'est lors de ses déplacements pour des études géologiques qu'il a remarqué ces chevaux et qu'il les a fait venir ici. Il allait un peu partout, dans des réserves indiennes ou en Utah. Eileen nous détaille les caractéristiques que les Mustangs espagnols doivent présenter. Pour les repérer, il comptait les vertèbres lombaires, car le Mustang espagnol n'en a que 5, contre 6 pour la plupart des autres races. Ils ont des naseaux en forme de croissant, des oreilles arrondies et une queue basse. Quand on les regarde, on voit qu'ils portent leur queue plus basse que d'autres races, comme les chevaux arabes ou les quarter horses, même si, avec ces derniers, la différence est moins marquée. Eileen a de la visite. C'est Ginger, accompagnée de son équipe. Elle a décidé de faire étape au ranch. Elle est en route pour le Montana où elle va participer à une course d'endurance de 80 km qu'elle a remportée la fois précédente. Ginger monte elle-même son Mustang espagnol favori, un étalon de 12 ans. Voici Flint, mon Mustang espagnol. Je l'ai choisi quand il avait 3 jours à peine. Il est né ici, au Cayuse Ranch. Les Mustangs espagnols sont connus pour leur endurance, et j'espère qu'il va le prouver pendant la course. C'est Sundowner? Il est magnifique. Sundowner est reconnaissable entre tous avec sa longue crinière, sa robe grise et ses zébrures sur les pattes postérieures. Son signe particulier, sa crinière cache une autre longue zébrure. Je n'ai vu ça chez aucun autre Mustang. Autre caractéristique des Mustangs espagnols, les bench legs, littéralement des pieds de banc. Si l'on pose un bout de bois entre les jambes arrière, on peut s'asseoir dessus, comme sur un banc. Grâce à cet élevage, on sait aujourd'hui à quoi ressemblaient les fameux chevaux des conquistadors.
Ginger, téléphone pour toi. C'est Wayne du Canada. Allô, Wayne? Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait génial si tu pouvais me rejoindre la semaine prochaine. Ça te paraît possible? Bien sûr, j'adorerais venir voir les Mustangs en Colombie-Britannique. J'ai toujours voulu le faire. Mais d'abord, il y a la course d'endurance. Flint va-t-il faire honneur à son héritage espagnol? Se montrera-t-il aussi fort et endurant que les chevaux de Cortés? Le départ de la course est donné à l'aube. Les participants vont devoir parcourir 80 km et la journée s'annonce chaude. La piste traverse des canyons sauvages et de vastes forêts verdoyantes. Le chemin est ardu et les balises souvent difficiles à repérer. Au bout de 32 km, première pause et premier bilan de santé pour les chevaux. Irina, la vétérinaire allemande du ranch des Appaloosa, vérifie la tension artérielle, les bruits d'estomac et surtout le rythme cardiaque. Ces examens vont lui permettre de déterminer la durée de la pause nécessaire au cheval. 52 pulsations par minute, c'est très bien. Votre cheval est assez en forme pour continuer la course. C'est parfait. Flint tient une forme olympique. Il prend la tête de la course. Mais la pole position n'a pas que des avantages. Il n'y a personne devant Ginger pour lui indiquer le chemin à suivre. Et ce qu'elle redoutait finit par arriver. Elle s'égare et part dans une mauvaise direction. Ginger et Flint perdent leur place dans le peloton de tête. 5 heures plus tard, sous un soleil de plomb, les concurrents entament la dernière ligne droite. Mais Ginger et Flint sont toujours aux abonnés absents. Cette année, ils ne seront pas les premiers à passer les tonneaux bleus marquant l'arrivée. Ginger termine à la 6e place, mais n'est pas déçu pour autant. On a dû retourner sur nos pas, donc Flint a parcouru 10 à 12 km de plus que les autres. Mais sur la fin, on a dépassé d'autres cavaliers et on a fini dans les 10 premiers, ce qui est plutôt pas mal. C'est un super cheval. Un bon petit gars. Ginger n'a pas oublié sa promesse envers Wayne. Quelques jours plus tard, elle s'envole pour le Canada. Depuis l'avion, elle aperçoit le but de sa visite. S'agit-il vraiment de Mustangs espagnols si loin au nord? Leur héritage espagnol a-t-il ainsi été préservé? Te voilà enfin. Comment vas-tu? Bienvenue au Canada. Et merci de venir voir les Mustangs avec moi. J'ai vraiment hâte. Laisse-moi prendre ton sac. Ma voiture n'est pas très loin. Wayne sait où les Mustangs se regroupent le plus souvent. Mais aujourd'hui, il semble particulièrement farouche. Peut-être parce que Wayne est accompagné. Ils sont peu nombreux à s'être aventurés hors de la forêt. À cette distance, difficile de reconnaître de quelle race de chevaux il s'agit. Wayne propose d'aller à leur rencontre, à un autre endroit. Mais au bout de quelques pas, le voilà déjà qui s'arrête. Comme d'habitude, il collecte tous les crins qu'il repère. Il a besoin d'un maximum d'échantillons pour valider ses découvertes génétiques. Jusqu'à présent, les analyses confirment qu'il ne s'agit pas de chevaux domestiques s'étant échappés, contrairement à ce que prétendent le gouvernement et l'industrie du bois. Wayne connaît une astuce pour s'approcher des chevaux.
Ils avancent à 4 pattes dans l'herbe. Ce n'est pas pour éviter d'être vus, car les chevaux les ont repérés depuis longtemps. Mais ils sont tellement curieux qu'ils s'approchent pour voir de plus près ce qui se faufile dans l'herbe. Pour Ginger, l'experte en chevaux, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de Mustang espagnols. Enfin, pour la plupart. Wayne croit savoir comment ces chevaux sont arrivés au Canada. Il a rassemblé de nombreuses données historiques pour reconstituer leur voyage vers le nord. Les chevaux espagnols sont arrivés au Mexique avec Cortés. Ils sont remontés jusque dans l'actuel Texas, grâce à Juan de Oñate et aux missionnaires. De nombreux chevaux se sont alors échappés et sont retournés à la vie sauvage. Certains ont été adoptés par les Indiens. Les Apaches ont été parmi les premiers à les chevaucher. Ensuite sont venus les Navajos. Les chevaux ont atteint le nord-ouest du pays bien avant les Blancs, avant d'arriver enfin sur le territoire des Oniguatines. Une ligne droite qui les relie directement aux premiers chevaux espagnols. Les chevaux ont conquis l'Amérique, du Mexique jusqu'au Canada. Ils ont bouleversé la vie des Indiens et en ont fait un peuple cavalier. Pourront-ils aussi sauver les terres des Oniguatines? Un an plus tard, la bataille juridique a pris un tournant inattendu. La revendication des Indiens a été entendue. Ils peuvent conserver leurs terres. Les Mustangs espagnols ont écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Amérique et de ses chevaux sauvages.